Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Savez-vous que chacun d'entre nous possède le plus beau des trésors qui soit ? Cherchez bien. Oui, vous avez raison, notre cœur, sans aucun doute, et pas uniquement sa partie physique. Une autre réponse ? Et oui, vous avez trouvé, c'est bien notre cerveau, ce grand méconnu, cette merveille absolue. De notre conception jusqu'à l'âge adulte, il est à l'œuvre, nous permettant de vivre, de grandir, d'appréhender le monde et notre rapport à celui-ci, d'apprendre et tellement plus encore. Allons à sa rencontre, cherchons comment en faire un allié, un compagnon de route et en particulier à l'école. Ce chemin de découverte, nous allons le parcourir avec celle qui en a permis une approche décomplexée et abordable. Bonjour Pascale Toscani et bienvenue. Bonjour. Je suis très honorée de vous accueillir dans ce podcast. Alors Pascale Toscani, vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie cognitive. Vous êtes alors chercheur associé à 2 laboratoires de recherche, le LIRDERF, donc un laboratoire interdisciplinaire qui est attaché à l'université de Montpellier, et puis le Grain-Monde, qui est un groupe de recherche en neurosciences et éducation et qui est vraiment dédié à l'évolution de l'école du XXIe siècle, si je ne me trompe pas. Et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages dont nous mettrons d'ailleurs quelques références dans le descriptif du podcast. Alors, commençons cette plongée dans le cerveau en partant d'abord de votre itinéraire personnel. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce doctorat en psychologie cognitive, à dépasser vos propres représentations, à entamer des recherches et surtout, à la suite, à partager vos connaissances et découvertes auprès du grand public ? Alors bonjour, merci beaucoup pour cette interview, cet accueil. Je suis ravie de participer. Alors vous posez la question du choix du doctorat, et j'ai envie de dire qu'avant le choix du doctorat, il y a le choix d'une discipline. Et la discipline est la discipline de la psychologie. Alors j'ai un très grand avantage, c'est que j'ai été très mauvaise élève et sortie du circuit scolaire, donc ça m'a donné de quoi penser la pédagogie ou la didactique. Et donc effectivement j'ai entamé des études de psychologie et la psychologie cognitive en particulier, même si quand on entre en psycho on n'a pas forcément l'idée qu'on va faire un doctorat, on fait des études de psycho. Et moi j'ai toujours été, il y a eu toujours un déchirement entre la psychologie clinique et la psychologie cognitive. Et il a bien fallu en abandonner un parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire des doctorats partagés, pour pas dire double, mais partagés, donc c'était pas possible. Donc j'ai choisi la psychologie cognitive parce que ça se rapprochait plus du domaine de l'éducation à l'époque. Et même si c'est la clinique qui avait le vent en poupe. Et après, j'ai envie de dire, le choix d'un parcours de formation, c'est toujours aléatoire. En tout cas, de par mon parcours d'échecs, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose à faire avec le monde de l'éducation. Et pas seulement en pédagogie, comme je vous le disais, mais il fallait comprendre cet organe qu'on a dans notre cerveau qui est effectivement assez extraordinaire, qu'on appelle le cerveau. Et voilà, comment fonctionnait-il ? Alors dans les années 80-90, quand je fais mes études, on n'en savait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelait psychologie cognitive. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de neurosciences cognitives. Et voilà, pour moi, c'était incontournable. Il y a à faire avec les enfants pour considérer que finalement les enfants ne sont pas en échec ou en réussite. Ce sont des enfants qui avancent à leur rythme et que l'on doit accompagner comme tels. Alors c'est intéressant parce que ce que vous avez dit en filigrane tout au début, c'était lié à votre parcours peut-être d'élève, et ça part d'une expérience personnelle, votre choix. Oui, parce que on va sans doute parler d'intégration ou d'autres termes qui recouvrent cette réalité-là. Donc moi je suis malentendante, donc ça n'a pas été pris en cause. Donc en fait, c'était considéré comme une débilité, mais pas du tout, puisqu'il n'y avait pas d'apprentissage possible, mais pas du tout comme quelque chose qui physiquement distingue une personne d'une autre et qui demande une aide particulière. Donc c'est vrai que j'ai été appelée assez rapidement à penser qu'on avait tous des manières différentes d'apprendre, et puis que nous n'apprenions que dans la coopération et la multitude des personnes qui ne se ressemblent pas, plutôt que l'inverse. Donc la différence est une richesse, on est d'accord.
Vous êtes très prudente dans vos propos, soulignant que les résultats actuels des recherches neuroscientifiques peuvent susciter un engouement démesuré, en particulier dans les médias, qui prennent pour argent comptant les publications. Alors comment au quotidien vous œuvrez pour consolider les chemins à emprunter et surtout déconstruire ces neuromythes, qu'ils soient passés ou actuels? Alors est-ce qu'on peut déjà revenir sur ce que c'est qu'un neuromythe, pour qu'on soit tous très clairs, et puis après de voir comment vous travaillez justement pour les dépasser et essayer de ne pas en créer de nouveaux non plus. Alors les neuromythes posent deux problèmes. Alors effectivement, si j'en donne une définition, si j'essaie d'en donner une définition, c'est une fausse représentation du cerveau. Pourquoi une fausse représentation? Parce que nous avons été élevés dans une culture avec des maximes qui nous ont fait rire ou pas rire d'ailleurs, mais du genre les femmes ne maîtrisent pas l'espace ou les hommes ne pleurent pas, voilà, des choses pas très très agréables à entendre parce qu'on a l'impression que c'est un fait universel et ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas que les personnes qui ne connaissent pas le cerveau qui ont des neuromythes, les scientifiques aussi ont des neuromythes. Je peux prendre un exemple, que dans les années 50, on ne remettait pas en cause que l'intelligence était héréditaire. C'est un paradigme, c'est un neuromythe. Et aujourd'hui, certains le pensent toujours. Ça veut dire que certains vont faire des recherches pour le prouver, et puis d'autres vont le faire pour l'invalider. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de vérité scientifique. Bien sûr, il y a des faits qu'on ne remet pas en cause aujourd'hui, mais globalement, il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a ce que chacun veut bien entendre de son environnement. Parce que les neuromythes, infirment ou confirment ce que l'on pense déjà. Et donc finalement, penser que, je donne un exemple, le cerveau des filles et des garçons est différent, c'est un neuromythe certes, mais certains y croient dur comme fer. Et pourquoi? Moi je me pose toujours cette question, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? J'ai envie de dire, prendre une phrase de quelqu'un que l'on connaît bien, dis-moi quels sont tes neuromythes, je te dirai qui tu es. Et pourquoi finalement continuer à faire vivre des réalités qui sont invalidantes pour les personnes en général, alors qu'on sait que c'est faux? Et c'est très important pour les enseignants qui ne se rendent pas compte qu'ils projettent sur les élèves leur propre représentation du monde. Et donc penser qu'un élève, par exemple, ne peut pas apprendre parce qu'il vient d'un milieu défavorisé, eh bien l'élève n'aura sans doute pas le choix que de répondre à son transfert. Parce que c'est une manière d'exister comme une autre et aucun enfant n'a la force psychologique de dire à son enseignant « t'es gentil, mais en fait, ce que tu dis est faux et ce que tu penses est faux. » Certainement pas à cet âge-là. Non, surtout pas à cet âge-là. Et l'autre problème, c'est que comme les enseignants n'ont pas accès à la recherche scientifique, et vraiment je le regrette, ça ne fait pas partie de leur cursus, ça l'est dans d'autres pays. En Finlande, par exemple, un enseignant qui sort de son master a un parcours de recherche tout au long de sa vie. Ce n'est pas le cas en France. Et donc, comme les enseignants n'ont pas accès à la recherche scientifique, eh bien, ils s'accommodent sans doute, et je le comprends, c'est pas du tout un reproche, ils s'accommodent évidemment de résultats. Mais quand on fait la recherche, on sait que les résultats de recherche dépendent d'un protocole extrêmement rigoureux. C'est un protocole qui est reconnu de manière universelle. Ça veut dire que ça correspond à des sujets particuliers, avec une démarche particulière, mais ce que donnent les médias, c'est le résultat. Et les enseignants, évidemment, et encore une fois, c'est tout à fait compréhensible, vont intégrer les résultats, vont vouloir appliquer, puis finalement vont être déçus, parce que ça ne marche pas avec ce groupe-là. Et bien évidemment, et c'est extrêmement... c'est tout à fait normal que ça fonctionne comme ça. Et... La manière de faire peut-être, c'est que quand on a de comprendre, c'est peut-être d'entrer dans une logique qui consisterait à dire que finalement, si je suis sûr de quelque chose, si je suis tellement sûr de quelque chose, il faut penser contre soi-même. Parce que peut-être que ce que je pense n'est pas la réalité. Et je m'enferme tout seul. Et alors, dans mes représentations, bien sûr, les autres. Parce qu'il y a quelque chose de sécurisant, finalement, de ne pas modifier sa propre pensée. Oui, c'est sûr, on est dans un territoire connu. Sinon, on sort, et puis ça veut dire qu'il faudrait peut-être changer de regard et changer de pratique. Donc ça peut nous emmener très très loin. Mais c'est une expérience intéressante parce que c'est exactement ce que vivent les élèves à l'école tous les jours. Avec des enseignants qui leur proposent de modifier leur représentation, et les élèves résistent, évidemment. Parce que résister à ces représentations, c'est comme parler une autre langue. Et donc cette résistance est vraie pour tous les êtres humains, quel que soit leur âge, les enseignants y compris, et même l'universitaire que je suis, bien sûr. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire un peu bouger ce curseur-là et de se dire ce que vous avez annoncé tout de suite, c'est comment un enseignant qui a vraiment envie de développer sa pratique et de regarder peut-être les choses autrement et les élèves autrement, de se dire peut-être que de lire des universitaires avec des thématiques données et puis d'être toujours dans cette dynamique de recherche et de remettre en cause, non pas pour remettre en cause, mais de se dire comment je peux être au plus près et répondre aux besoins des élèves, c'est ça qui compte. Oui, d'où la nécessité de travailler ensemble, travailler en analyse de pratique,
et être accompagné pour cette tâche difficile. Finalement, des fois, j'ai l'impression que les enseignants sont des professions libérales dans une collectivité, alors qu'ils demandent à travailler ensemble. Et c'est très juste. Mais on court. Alors là, vous mettez en avant, là je fais une petite parenthèse, mais le problème de la temporalité, c'est-à-dire qu'on cherche, quand on est dans un établissement scolaire, on court après le temps, j'ai envie de dire, tout le temps. Et quand on est en concertation ou en temps de travail, il y a tellement de choses à aborder que ce vrai temps de mise à distance, de réflexion et de construction, on n'en a pas beaucoup. Et c'est pourtant ça qui modifiera l'école. On est d'accord. Là, on a une piste et on va la garder de manière très, très appuyée. Merci déjà pour cette réponse. Alors, souvent, comme on a abordé aussi le gros mot des neurosciences, puisqu'on a parlé cerveau, mais neurosciences, on va revenir dessus. En général, quand on est dans des groupes ou même aussi au niveau des établissements, quand on parle de neurosciences dans nos conversations, on se dit qu'il y a une masse d'informations qui est énorme à connaître, à intégrer. Et souvent, alors qu'on soit aussi parent ou enseignant, on est toujours un peu perplexe quant au choix à prioriser pour commencer. On se dit, mais par où je vais y aller en fait, si je parle un peu trivialement. Alors, quelle serait pour vous la porte d'entrée à utiliser pour aider nos enfants ou les élèves, ceux qui nous sont confiés, à mieux comprendre comment ils apprennent, c'est-à-dire comment leur parler du fonctionnement, j'ai envie de dire, de leur cerveau. Comment on fait ? Alors la toute première chose qu'il faudrait faire, sans revenir en arrière, c'est évidemment de commencer par les neuromythes. Parce que lorsque vous allez même dans des classes de maternelle ou de CP, que vous demandez aux enfants s'ils sont intelligents, déjà, à peu près 15% pensent qu'ils ne le sont pas. Moi, ça me fend le cœur. Ça veut dire comment est-il possible de poursuivre une scolarité avec l'idée qu'on n'est pas capable de la suivre, justement. C'est-à-dire comment c'est possible de poursuivre avec un tel marqueur ? Donc, expliquer aux enfants que, justement, ce sont des neuromythes. Et les enfants sont pleins de neuromythes déjà quand ils sont à l'école. Une autre manière, donc, je crois qu'il faut toujours commencer par ça, mais même à l'université, parce que là aussi, il y a des neuromythes. Donc, il faut commencer par les neuromythes, parce que c'est ce qui permet de comprendre que, finalement, ce que nous pensons n'est pas forcément ce qu'on doit penser. La suite ne parlera que de ça, finalement, de modifier qui l'on est. Alors, je crois aussi que ce qui est compliqué, c'est que, et là encore, je le comprends, et j'espère que les auditeurs comprendront bien qu'il n'y a aucun reproche de ma part. Les enseignants commencent par ce qui leur pose le plus problème, c'est-à-dire l'attention et la mémorisation. Comme si, finalement, les neurosciences pouvaient trouver un remède aux difficultés de mémorisation ou d'attention. Or, je crois que les neurosciences sont descriptives de processus, mais pas prescriptives de processus. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais les neurosciences cognitives dans l'apprentissage, c'est un environnement. Moi, je rêve de programme, et qui serait évidemment pas un programme avec des heures de cours comme on le fait pour les autres, mais qui serait finalement une déclinaison de ce qu'un élève doit savoir de son propre cerveau, de la maternelle jusqu'en terminale. Un petit peu comme on connaît son corps quand on fait du sport ou qu'on connaît sa psyché. Bien sûr, ça fait une partie de soi-même, et quand on ne le fait pas, c'est un manquement finalement à une connaissance de soi-même. Et les enfants ne mémorisent pas de la même façon à 5 ans qu'à 15 ou à 20 quand ils sont à l'université. Donc ces choses-là évoluent. Mais finalement, l'école, là, sauf quand elle le fait maintenant, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu un engouement des neurosciences et ça a amené à des vraies catastrophes, je crois, on ne s'occupe pas réellement du cerveau. À l'école. On tente des petites choses, et c'est bien d'entrer par cette porte-là aussi, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pris au sérieux, qu'on se rende compte de la portée de ce travail avec les élèves sur leur propre système cognitif. Et en fait, on est vraiment dans une méconnaissance, parce qu'en effet, on se rend bien compte quand on entend les enseignants qu'on tâtonne, on a lu un petit peu quelque chose, on va piocher peut-être, alors c'est pas prescriptif, mais on tente quoi. Oui. Et il se passe pas grand-chose. Oui, parce que les enseignants cherchent des outils, et ça aussi je le comprends, mais le fait de choisir des outils fait d'eux des exécutants. C'est ça. L'idée que finalement ailleurs on pense pour eux, et eux ne feraient qu'appliquer des outils. Chose que nous refusons, alors au laboratoire du GREN dont vous parliez tout à l'heure que je dirige, c'est une voie que nous s'est donnée. Ça veut dire que nous ne voulons pas donner des outils aux enseignants, par contre nous souhaitons les aider à réfléchir à leur propre posture professionnelle. Après, il peut y avoir des outils, mais les outils, c'est pas comme un médicament, un efferalgan qu'on donnerait à toutes les personnes du monde comme mal à la tête. Chaque personne a une manière particulière d'avoir mal à la tête et une raison d'avoir mal à la tête. Et c'est ça qu'on souhaiterait faire comprendre avec ces neurosciences cognitives et cette collaboration avec les enseignants. Ce sont deux compétences différentes, mais les compétences de terrain sont aussi importantes que les compétences d'un universitaire. Donc travaillons ensemble, puisque nous avons des compétences qui se complètent.
Et donc, je crois que les neurosciences n'ont de sens que si on pense à une école qui ne ressemble pas à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Nos enfants vont sortiront de l'école. Les enfants rentrés en 24, là, sortiront d'école dans les années 40, 45. Ils auront besoin de compétences psychosociales, ils auront des compétences cognitives, des compétences psychologiques, des compétences qu'on n'évoque même pas à l'école. C'est-à-dire on est en train de préparer des enfants à intégrer des contenus qui de toute façon ne vont pas leur servir et ils ne vont pas les faire grandir. Mais n'existeront même plus, n'auront plus de sens dans 15 ans. Et vu le nombre de gigas par seconde qui sont dispensés sur cette planète en termes de communication, je crois que j'aime beaucoup la phrase de Antonio Novoa qui a écrit le rapport de l'UNESCO sur l'école en 21. Il disait, par exemple, professeur de mathématiques, n'imaginez pas que votre job, c'est d'enseigner les mathématiques. Votre job, c'est de former un humain à travers les mathématiques. C'est pas du tout la même chose. Donc une école qui finalement formerait les humains à travers la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que ça sera utile dans une quinzaine d'années pour s'adapter au monde tel qu'on leur laisse. Donc véritablement, c'est un passage par soi obligé. De compréhension, déjà. Oui. Et puis d'ouverture, quand vous parliez aussi, on est dans un climat qu'il faudrait instaurer et développer au fur et à mesure toutes ces connaissances. Alors moi, j'entends bien le mot expérience, c'est-à-dire que l'élève, il a besoin de comprendre ce qu'il vit, et puis de pouvoir après l'utiliser, mais l'utiliser à bon escient pour construire demain, en fait. Alors que, je vais peut-être être violente dans mes propos, mais on est dans une école très behavioriste. Je vous dirais que les élèves sont peut-être tous des chiens de Pavlov, à qui on donne la même information au même moment, en espérant que le résultat soit le même. Donc je ne suis pas sûre qu'on tienne réellement compte de la différenciation. On essaye, et les enseignants s'y essayent, et ils le font très bien, mais il manque tellement d'informations pour aller au bout de ce projet-là. Ça demande c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une vraie articulation entre le monde universitaire et les enseignants, et de créer, plus que des labos. C'est-à-dire, est-ce que vous, par exemple, je tente, vous seriez prête à venir dans nos établissements en disant, voilà comment ça fonctionne, et voilà comment je peux vous aider. Est-ce que vous le faites déjà par rapport au Grain de Monde? Comment vous fonctionnez? Alors le Grain de Monde, c'est effectivement une structure où on n'a pas voulu être dans le top-down. Nous, on est universitaire, vous ne savez pas, vous êtes enseignants, on va vous dire ce que vous devez faire. Nous refusions totalement cette idée-là. Alors pas dans cet état d'esprit, on est d'accord. Pour moi, ça serait plutôt dans l'idée de travailler avec et de réfléchir ensemble. Oui, alors ça c'est mon job depuis 25 ans. On est d'accord. Voilà. Donc j'interviens dans les établissements avec d'autres personnes du laboratoire. On intervient dans les établissements pour ça. Donc, c'est-à-dire que nous n'apportons pas des outils dans les établissements scolaires, mais nous réfléchissons avec eux à l'école qu'ils souhaitent, en fonction de leur équipe, en fonction de là où ils sont implantés, en France ou ailleurs d'ailleurs. Oui, c'est une question de territoire déjà. Bien sûr, et de culture qui va avec le territoire. Et l'important d'être allé ailleurs, on a beaucoup travaillé à l'étranger, et on est des fois tombé par terre. Et le fait d'être tombé par terre sur nos réalités pédagogiques nous ont aidé à nous relever largement différemment. Mais on peut trouver ça aussi... Quand on est alsacien, eh bien, c'est pas la même chose quand on est breton, c'est pas la même culture, et le contexte est très important pour travailler sur des projets comme ça. Bon, en tout cas, ça nous donne encore des pistes là pour pouvoir entrer dans un vrai partenariat, mais vraiment dans l'idée du avec, quoi. Cette coopération dans la réflexion, dans l'esprit critique, elle est première. Oui. Si on l'a pas, on passe à côté. Oui, absolument. Donc je refais encore un petit aparté, parce que comme on parle de ça, moi ça me fait aussi penser à la formation des enseignants aujourd'hui. Alors on en fait des didacticiens, on les prépare à un concours, etc. Mais comment on pourrait là aussi distiller quelque chose ou leur faire changer de regard tout de suite? Qu'est-ce qui serait important à mettre au cœur de cette formation aujourd'hui initiale des enseignants? C'est une grande question. Oui, c'est complexe parce que, alors moi-même j'enseigne en master MEF, mais nous recevons des jeunes gens qui sortent de l'école et qui ont une représentation de l'école telle qu'ils l'ont vécue. Et immanquablement, comme nous l'avons sans doute tous fait, ils vont reproduire ce qu'ils ont vécu. Et je ne suis pas sûre que ce passage pour ce master MEF va vraiment changer les choses. Parce que quand on les retrouve, on a l'impression qu'effectivement, ils reviennent à leurs bonnes habitudes, alors que quand on les a en tant qu'étudiants, ils entendent bien, ils ont envie de modifier les choses. Mais effectivement, il y a cette rigueur du concours, il y a cette rigueur de ce programme qui est un petit peu lourd. Et puis, moi, je suis surtout peinée parce qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur le cerveau. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'heures d'information en MEF.
Et surtout, on continue à véhiculer des choses qui sont fausses, à savoir la réalité piagétienne. Le cerveau ne fonctionne pas comme Piaget, la pensée. Et d'ailleurs, que si Piaget était vivant aujourd'hui, forcément, il mettrait en cause sa propre théorie. Piaget était biologiste. Et alors, évidemment, Piaget n'est pas à mettre à la poubelle, c'est pas ce que je dis, mais sur le développement par stade... on sait que ce n'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, quand on comprendra ça, je crois que l'école va basculer dans quelque chose de différent. C'est fondamental, parce que Piaget pensait que l'enfant naissait tabula rasa et qu'au fur et à mesure de son développement, il allait atteindre ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'enfant épistémique, des compétences universelles. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire l'enfant a toutes les compétences universelles à sa naissance. Ce qui fait que, comprendre, je ne veux pas dire ce mot devenir intelligent parce que je déteste ce mot d'intelligence, mais ça veut dire connecter et déconnecter. Donc ça veut dire que les enfants ne vont pas connecter ou déconnecter leurs neurones en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit l'environnement langagier, culturel. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que cet enfant a toutes les possibilités à la naissance parce qu'il naît avec toutes ses compétences cognitives, il naît avec ça, c'est l'évolution darwinienne, et que c'est pas quelque chose qu'il va acquérir au fur et à mesure de son développement, c'est quelque chose qu'il a à sa naissance. Sauf que l'école fait comme s'il n'avait rien, c'est-à-dire l'école continue à penser que l'enfant naît avec un cerveau tabula rasa. Ça veut dire qu'on empêche l'enfant de mettre en œuvre ses fonctions cognitives ou exécutives fondamentales pour l'apprentissage. Et qu'il a déjà, en fait. Et qu'il a déjà, et on ne s'en occupe pas. Et à la limite, on éteint même, puisque vous dites dans votre livre, comprendre le cerveau de son enfant, que ce qui n'est pas utilisé va être perdu. C'est un risque. Oui. C'est un risque, mais c'est un risque naturel. Ça veut dire que, par exemple, un enfant à la naissance est capable de parler 4 ou 5 langues si on lui parle 4 ou 5 langues, il va tout à fait faire la différence et il les saura très très vite, ces langues-là. S'il attend quelque temps pour apprendre une seconde langue, il est tout à fait capable d'apprendre une seconde langue. Mais il va perdre, par exemple, la possibilité de parler sans accent. La sonorité de la langue ne sera pas la même, en fait. Voilà, donc il aura perdu un certain nombre de choses, il ne récupérera sans doute jamais l'accent. C'est pas bien grave, l'essentiel c'est de se faire comprendre. Mais là, du coup, effectivement, on a utilisé ce langage, cette compétence universelle qui est de parler une langue, quelle que soit la langue que l'on utilise. Et effectivement, l'enfant peut perdre un certain nombre de compétences. Oui, ça, c'est aussi intéressant de voir comment ça fonctionne au niveau du cerveau et aller vers pas une spécificité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se développer au fur et à mesure d'une découverte ou d'un circuit neuronal, en fait, qui se construit. Et plus on va l'utiliser, plus il va se développer et se ramifier. C'est ça, à un moment donné. Alors, si je comprends bien ce que vous voulez dire, ça veut dire que plus on va traiter de l'information, plus on va organiser notre... Exactement. Oui, bien sûr. Là, ce qui veut dire qu'il y a des enfants qui ont moins de chances de traiter des informations, et les parents n'y sont pour rien. C'est comme ça, il faut l'accepter. Tout le monde n'a pas la possibilité de gérer la culture et le langage de la même façon. Nous ne sommes pas égaux, malheureusement, même si on parle d'égalité des chances, je n'y crois absolument pas. Mais on a vite fait d'avoir ou de faire des hypothèses ou d'avoir des arguments qui ne sont sans doute pas les bons. Ça veut dire que soit l'enfant ne travaille pas assez, soit ses parents ne l'aident pas. Non, je crois que c'est pas aussi simple que ça. On construit son environnement comme on le peut. Et vous dites souvent, on est quand même dans une complexité, oui. Largement. Il n'y a pas plus complexe que l'être humain, et en particulier aussi toute la partie au niveau cérébral. Alors, tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu d'attention, de motivation, je vais y revenir, puisque souvent on dit que le manque d'attention, de concentration, de motivation sont vraiment des leitmotifs qu'on entend et qui sont récurrents à l'école. Alors, souvent, face à ces problématiques, on voit bien que les actions qui sont menées ou proposées apportent rarement les résultats qu'on souhaite, les résultats escomptés. Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu de la clarté sur les fonctions cognitives en jeu dans ces difficultés et essayer de nous donner quelques pistes pour y remédier? Sans, évidemment, on repart pas sur l'idée du du clé en main, c'est pas ça, mais au moins d'ouvrir un petit peu d'élargir le champ pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Au lieu d'enfermer tout de suite les enfants dans c'est un manque de concentration, un manque d'attention, et on ne sait pas quoi faire de ça. Oui. Vous voulez que je détermine éventuellement ce qu'on appelle une fonction cognitive? Oui, je pense qu'on peut commencer par ça. Ou une fonction exécutive? Exactement. Alors, comment dire, la cognition, c'est-à-dire le fait de penser, ou une activité mentale, pour être plus simple, suppose une mise en œuvre de certains processus ou certaines fonctions qu'on va appeler les fonctions
cognitives. Alors dans les fonctions cognitives, vous avez la mémoire, vous avez l'attention, vous avez l'inhibition, vous avez le langage, la motricité, enfin toutes ces fonctions qui préexistent déjà à la naissance et qui vont se développer évidemment dans l'environnement lorsque l'enfant sera né. Et donc ces fonctions vont devoir collaborer. Et lorsqu'elles collaborent, ces fonctions deviennent alors des fonctions exécutives, elles exécutent des tâches, et on les appelle aussi des fonctions de haut niveau. C'est un petit peu, on peut les considérer un peu comme un chef d'orchestre. Et de la totalité des fonctions cognitives pour organiser sa pensée ou atteindre des buts ou s'organiser pour se projeter dans l'avenir. Bref. Donc ce sont des fonctions qui permettent de résoudre des problèmes. Donc tous les enfants naissent avec des fonctions cognitives. Il n'existe pas, sauf troubles neurologiques ou génétiques, des enfants qui auront une mauvaise mémoire. Non, ils utiliseront mal leur mémoire parce qu'on ne les aura pas aidés ou pas suffisamment aidés par rapport à leur problématique de mémoire. Mais c'est un fait universel, nous naissons avec des fonctions avec la mémoire. C'est vrai aussi pour le système attentionnel ou pour d'autres fonctions, sauf lorsqu'il y a un problème génétique ou neurologique, évidemment. Et donc, bien sûr, les fonctions exécutives sont malmenées aujourd'hui, les fonctions cognitives sont malmenées aujourd'hui. Alors, on a un petit peu toujours tendance, sans doute faussement, à accuser les écrans, mais je crois que c'est trop facile. Je crois aussi qu'il faut comprendre que, je le disais tout à l'heure, c'est 29 000 gigaoctets d'informations publiées dans le monde chaque seconde. On peut revenir au début de l'école, à l'époque des jésuites, où 3 heures le matin, qui étaient des heures de travail, et 3 heures d'études, d'ailleurs on a gardé le nom à l'étude, qui étaient des heures d'études pour réfléchir à ce qui était dit le matin. 6 heures par jour. Aujourd'hui on en est là, aussi encore, 3 heures le matin, 3 ou 4 l'après-midi, ça dépend, plus quand on est en lycée. Ça veut dire que le temps est le même, mais que le nombre d'informations s'est multiplié à une puissance exponentielle. Comment, avec ça, puisque l'enfant aujourd'hui via le net a une possibilité d'avoir accès à plein d'informations. Et puis d'ailleurs, les informations, il les entend à l'extérieur de son environnement. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous étions même il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Ça veut dire que l'enfant est hyper sollicité par des informations à l'extérieur qui fatiguent son cerveau, le nôtre aussi d'ailleurs en tant qu'adulte. On a aussi cet objet qu'on appelle le portable. Et donc nous avons tous des cerveaux hyper sollicités. Certains deviennent accros. Certains deviennent accros et ne peuvent plus s'en sortir, et c'est sans doute pas la majorité, mais finalement l'école n'a pas forcément changé. Ça veut dire qu'il y a toujours des enfants assis en autobus, même chez les petits, et on leur demande pendant un certain nombre de temps, d'heures, d'ailleurs on ne respecte pas toujours la biorhythmicité par rapport à ça, d'être concentré sur un temps très long. Et ça dure plusieurs fois par jour. Et pour certains enfants dès le collège, c'est passer 6 heures assis à écouter quelqu'un. Je crois qu'il y a plein d'adultes qui sont plus capables de faire ça non plus. C'est-à-dire on a un niveau d'exigence pour les enfants qu'on n'a même plus pour les adultes. Qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Mais non. Et ça veut dire que... Ça m'amuse d'ailleurs parce que je ne sais plus quel président américain avait dit si des extraterrestres avaient kidnappé une personne il y a 3 siècles, et l'avait reposé sur Terre aujourd'hui en 2024. Alors, c'était pas 2024 parce que ça fait un petit moment déjà, mais il disait finalement cette personne ne reconnaîtrait rien de son environnement, sauf l'école. C'est dur. Parce que finalement, évidemment, les bureaux ne sont plus les mêmes, mais il y a toujours un tableau, il n'y a plus d'estrade, heureusement, mais il y a toujours des enfants qui écoutent. Alors qu'avec la puissance du cerveau de l'enfant, et ce qu'il a dans son cerveau en termes de fonctions cognitives et exécutives, il peut évidemment participer aux apprentissages. Stanislas Dehaene disait finalement on n'apprend pas sans engagement, et l'engagement c'est que l'élève est tout à fait capable de trouver des informations, il est capable de bien le faire, il est capable de discriminer, tout ça fait partie de ses fonctions qu'il est capable de maîtriser, il est capable d'en faire des résumés, des synthèses, il est capable de travailler en groupe, il est capable de faire tout ça. Est-ce qu'on l'engage véritablement ? Mais oui, déjà dans son corps, et alors qu'il est assez inactif finalement. Mais il a toutes les compétences cognitives, puisque on n'a pas le temps de développer ça, mais le cerveau d'un bébé est un bébé chercheur. Le bébé fait des hypothèses, il fait des inférences, son cerveau est capable de repérer des erreurs, il est capable de rectifier ses erreurs. Enfin, il a déjà tout ça. La fonction neurologique même d'un bébé qui naît, c'est l'hypothèse.
Et donc il va projeter l'hypothèse et le réel va infirmer ou valider son hypothèse. Ce qui fait qu'on a un cerveau de type algorithmique, mais l'enfant est riche de cela. Et il est tout à fait capable de se lancer dans les apprentissages autrement que d'avoir son cerveau qui est considéré comme une cruche, c'est-à-dire dans le sens on verse quelque chose dans son cerveau. Non, il est capable d'aller lui-même à la recherche et de discriminer justement les informations pertinentes des informations non pertinentes, mais il faut le lui dire. Ça dépasse largement l'esprit critique tel qu'on le fait à l'école. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, ça rejoint vraiment, alors si on prend le mot motivation, mais c'est de dire, si je m'engage dans cette tâche, c'est que je ressens aussi que c'est quelque chose qui soit me fait grandir, soit me donne du plaisir, parce que vous en parlez aussi avec le lien entre la motivation et la dopamine, c'est ça ? C'est ça. Donc on sent bien que si on met ça en route, l'élève va s'engager, va chercher, et plus il va le faire, plus il aura envie de le faire. Oui, bien sûr, parce que la motivation du point de vue chimique, comme vous le disiez, c'est une trace mnésique. Ça veut dire que quand l'enfant sent que ce qu'il va faire va le mener à l'échec parce qu'il en a sacrément l'expérience, eh bien, il n'y aura pas de libération de dopamine. Et donc, et pas de système de motivation qu'on appelle dans le langage commun. Pas dans la tâche. Alors, mais non, bien sûr, il ne va pas s'engager. Donc, l'idée, c'est de trouver ce qui pourrait lui permettre de s'engager. Ça veut dire que là aussi, en tant qu'enseignant, on est quelqu'un qui peut chercher pour oui, donner mais envie. Ça va plus loin que ça encore. C'est-à-dire, bien sûr, ça peut l'engager et motiver son engagement, mais c'est surtout qu'il va comprendre que ce qu'il fait, c'est bien. Son engagement, c'est bien. Je crois que ce qui engage la motivation, c'est surtout qu'un enfant comprenne que ce qu'il fait, c'est bien. Puisqu'une réponse ou une production est une production neuronale, eh bien, on ne peut pas remettre en cause un cerveau, ni celui qui le produit, c'est-à-dire l'enfant. Chacun avance à son rythme. Si l'enfant fait une erreur, par exemple, il n'est pas, bien sûr, on ne va pas dire qu'il n'est pas responsable de son erreur, c'est lui qui l'a produite, mais s'il l'a produite, c'est comme ça que son cerveau s'est constitué. Donc, pour être en motivation, un enfant a besoin d'être félicité. Il a besoin de retrouver le plaisir de l'apprentissage. On valorise ce qu'il a fait aussi. Bien sûr, la valorisation. Et pour ça, il faut qu'il puisse s'engager dans des expériences qui se retournent plutôt positivement envers lui-même. D'accord. Alors si on reste sur les fonctions cognitives, parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on peut vivre aussi en classe et même après en reprise à la maison, en quoi la répétition, parce que là aussi quand on parle de mémorisation, ça reste un peu complexe et un peu obscur, en quoi la répétition favorise-t-elle la mémorisation et comment en saisir l'importance dans les pratiques pédagogiques ? Qu'est-ce qui se joue en fait dans le cerveau à ce moment-là ? J'ai envie de dire tout. Alors on va essayer de... Francis Eustache, qui est un Français qui est vraiment spécialiste du cerveau, lui disait finalement le cerveau c'est la mémoire, ou la mémoire c'est le cerveau, dans les deux sens. Alors la définition de la mémoire, c'est toujours d'encoder, c'est-à-dire d'intégrer une information dans un cerveau, de la stocker en la transformant, et de rappeler les informations. Alors, ce travail de la mémoire se fait indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire, sauf si vous vous bouchez les oreilles et que vous ne voulez pas entendre, vous entendez forcément quelque chose. Et ce que vous entendez ne correspond pas forcément à ce que vous savez déjà. Et donc, il doit y avoir un travail dans l'encodage et dans le stockage de travail sur la modification entre ce que j'ai cru comprendre et ce que je sais dorénavant. Ça, c'est une trace mnésique très importante. Mais ça veut dire qu'il faut demander aux élèves de dire ce qu'ils ont compris dans la différence entre ce qu'ils savaient et ce qu'ils ont appris de nouveau. Ça, c'est un marqueur mnésique très très puissant. Et donc ça, c'est très très important. Faut pas oublier ça, faut pas oublier ce travail-là qu'on appelle aussi la métacognition. Mais il faut surtout comprendre que pour mémoriser, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Mémoire fonctionne avec temporalité. Le programme, c'est le TGV. C'est le TGV, c'est-à-dire on a fait quelque chose, puis on passe à autre chose, puis on passe à autre chose. Alors, j'ai envie de dire, rien de plus facile que de mémoriser quelque chose pour un contrôle. Ça, c'est très facile. Par contre, se souvenir de ce qu'on a mémorisé pour le contrôle, s'en souvenir 6 semaines après, ça, c'est beaucoup plus complexe. Parce que le cerveau a un projet, c'est de mémoriser pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Ça marche très bien. Mais c'est pas le même projet que de mémoriser dans 6 semaines. Moyen ou long terme. Voilà. Et donc ça veut dire que la mémoire, si nous voulons nous souvenir de quelque chose sur un long terme, doit être répétée. Chaque fois qu'on répète, c'est comme si ça pesait plus lourd. Imaginez, alors moi, je sais que l'image que je vais donner est complètement peut-être foireuse ou à côté de la plaque, mais imaginons qu'une information doit peser 100 kilos. Il faudrait la répéter 100 fois pour être vraiment l'intégrer. Voilà. Et que
Alors, tout le monde ne mémorise pas de la même façon parce que tout le monde n'a pas l'intérêt ou le même intérêt pour les sujets à mémoriser. Mais oui, pour se souvenir de quelque chose, il faut le répéter. Il faut le rappeler à soi pour que ça puisse. Il faut le rappeler à soi le plus souvent possible. Donc il y a plein de petites choses très sympathiques à faire. Les flashcards, par exemple, c'est des boîtes dans lesquelles les enfants mettent des définitions ou des théorèmes, etc. Et par exemple, ils mettent ça dans une boîte avec 7 cases, donc 7 jours. Il va lire la carte et puis s'il arrive s'il arrive à déterminer la définition, il va mettre dans le jour 2, il va regarder 2 jours après. Ouais. S'il n'y arrive pas, il garde le jour 1, puis le lendemain, il va regarder. Si le lendemain, il y arrive, il va la mettre dans le jour 2. Si 2 jours, il arrive après, il va la mettre dans le jour 3, il va regarder 3 jours après. Les enfants en primaire adorent ça. Et puis en secondaire aussi, pour le lycée, ça existe sous forme numérique, mais il y a plein ou les cartes d'organisation d'idées, mais il y a plein de manières différentes d'organiser sa pensée pour qu'il y ait une trace mnésique. Et de ce fait, de le proposer aux élèves en disant en fonction de leur type de mémoire, c'est-à-dire comment ils fonctionnent, c'est aussi une manière de dire, il y a plein de possibilités, trouve la tienne. Exactement, voilà. Et il faut l'aider à la trouver. Ce qui consolide la mémoire aussi, en dehors de la mémoire, mais c'est quand même très important, c'est que pour mémoriser, un enfant doit dormir. C'est le sommeil qui permet de réguler l'information, d'évacuer ce qui n'est pas très intéressant et de garder ce qui est intéressant, d'en faire une synthèse. Donc l'enfant a absolument besoin de dormir. Un enfant de 10 ans devrait dormir 10 heures. Jusqu'au lycée, on devrait dormir 8 heures. Et il y a autre chose de très important, pour qu'un enfant puisse mémoriser, il faut qu'il y ait dans sa journée ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, ça veut dire le vagabondage mental. Ça doit durer 2 heures. C'est-à-dire 2 heures où il n'est sollicité par rien. Mais rien, c'est rien. Ça veut dire que, alors il y a plusieurs avantages. D'abord, il n'est pas sollicité, ça veut dire que son cerveau se repose. Pendant ce temps-là, c'est aussi le temps où le cerveau fait le ménage dans toutes les informations qu'il a entendues. Il évacue ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. C'est aussi un moment où il a un lien avec sa propre intégrité, sa propre intériorité. C'est aussi important, c'est mieux que de se faire piquer son... soi, en fait. Bien sûr, c'est mieux que de se faire piquer son cerveau par Internet. Et puis c'est un temps de projection, c'est aussi la mémoire du futur. C'est là que se joue beaucoup la mémoire du futur. On a l'impression que la mémoire, c'est toujours ce qui est avant, mais la mémoire, c'est aussi ce qui est après. Si on se dit, les prochaines vacances, je vais partir en Bretagne, c'est la mémoire du futur. Ça permet de faire travailler toutes ces fonctions dont on a parlé, c'est-à-dire je m'organise pour que les choses puissent arriver. Donc la mémoire, c'est aussi la mémoire du futur. Donc ce moment de vagabondage mental, c'est pas juste 2 heures d'un coup, ça peut être entrecoupé de quarts d'heure, mais il faut qu'il y ait à peu près l'équivalent de 2 heures où le cerveau doit se reposer absolument. En plus du sommeil, on est bien d'accord. En plus du sommeil, bien sûr. Donc c'est vraiment dans la journée, ces petits moments de sas presque qu'on pourrait même organiser en classe en disant, là c'est un temps de... Oui. On se pose, quoi. Oui, et je dirais que c'est ça qui préserve notre humanité. Aujourd'hui, on trouve en consultation des adolescents ou des enfants qui sont en burn-out. On ne voyait pas ça il y a 10 ans, parce que littéralement, ils explosent. C'est trop. C'est trop. Trop de stimulation, trop de... Bien sûr, et c'est pas possible qu'un petit bout de chou puisse être dans cet état. Trop d'activité aussi, c'est ce que vous dites souvent, et je l'ai lu aussi dans le livre. Si parfois on a envie de nourrir son enfant en disant, voilà, on va l'équiper, on va l'outiller pour demain, et en fait c'est trop, et il n'a ni le temps d'intégrer, et de ce fait on arrive à des enfants qui n'en peuvent plus. Non, parce qu'on ne respecte pas sa biorhythmicité naturelle. Ne rien faire, c'est absolument indispensable pour le cerveau. C'est bizarre quand on dit ça. Encore. Indispensable. Bon, en tout cas, ça permet quand même de remettre à plat, là j'ai envie de dire, on est presque déjà sur des neuromiques, tout ce qu'on imagine de ce qu'est la mémoire et de l'importance du rythme aussi à la journée. On peut le voir sur une année, on le voit sur un programme scolaire, mais à la journée, il y a des choses à faire en fait. Oui. Et ça se fait progressivement. Et c'est vraiment il faut que ça s'inscrive en fait dans le temps. Et d'en avoir conscience, parce que même l'enseignant doit agir aussi pour lui-même comme ça. Bien sûr, absolument, les adultes ont absolument besoin de ce temps de RMD, de vagabondage mental. C'est aussi vrai pour les adultes que les enfants. D'ailleurs, il y a quelques 10 années, on sollicitait le cerveau des personnes âgées, surtout celles qui avaient des troubles neurodégénératifs, puis on s'est rendu compte que c'était très délétère. Au contraire, il fallait des moments où le cerveau ne fait rien, et trop solliciter le cerveau, c'est pas forcément bien pour personne d'ailleurs. Donc dans l'idée, moi j'entends trouver un équilibre, c'est un peu la voie du juste milieu, en disant ni trop peu ni trop. Exactement, en fonction de chacun. Et en fonction de chacun, puisque chacun est différent, et dans son fonctionnement encore plus, quoi. On revient sur la complexité qui est sur tous les plans. Alors, la transition est parfaite sur la suite, puisque tout à l'heure on parlait de valorisation.
L'empathie et les compétences psychosociales s'invitent dans les programmes, dans les parcours scolaires là, depuis quelques temps. Alors, le but, c'est absolument pas de se lancer dans le débat sur ces modalités de mise en œuvre, mais plutôt sur les enjeux de ce développement pour chaque élève. En quoi c'est important justement d'être dans un climat qui soit valorisant, porteur, et quel lien ça a vraiment avec le cerveau et son développement. C'est tout à fait fondamental, et là encore, on est un peu enfermé dans les neuromythes, puisqu'on entend encore, puisque je passe beaucoup de temps dans les établissements scolaires, on entend encore, mais finalement, il faut être dur, parce que c'est la dureté de l'école qui lui permettra de devenir un homme ou une femme. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est la dureté qu'on a vis-à-vis des enfants qui peut-être l'empêchera de devenir un homme ou une femme. Et non, une personne a besoin d'être valorisée, elle a besoin d'empathie, ça veut dire de compréhension sans jugement de valeur de ce qu'est la personne. On n'a pas à reprocher à une personne ce qu'elle est, on l'accompagne dans ce qu'elle est, mais on n'a pas à le lui reprocher. Et le cerveau a besoin de signaux positifs. Il a besoin de savoir, la personne a besoin de savoir que ce qu'elle fait est bien, qu'elle est acceptable dans ce qu'elle est acceptable dans un groupe, mais parfois cela s'apprend. Parce que ce n'est pas si facile que ça que d'être sociable. Nous sommes nés comme étant des êtres sociaux, notre cerveau est parfaitement sociable, comme est le cerveau pour ça, on va dire. Oui, même pour les mammifères. Nous sommes effectivement câblés pour ça, mais on peut perdre cette capacité-là pour des tas de raisons, parce que nous avons tous une vie particulière, tout le monde n'a pas la même vie, il y en a qui ont des vies plutôt sympas, puis d'autres plutôt pas sympas, et finalement on ne peut pas attendre la même chose, comme pour les résultats scolaires, on ne peut pas attendre la même chose de tous les enfants. Par contre, former les enfants à accueillir leur père hier avec beaucoup d'humanité, ça c'est sans doute quelque chose qu'il faut faire à l'école. Ce n'est pas que le rôle de l'école, mais c'est aussi le rôle de l'école. C'est vraiment à développer, à vivre surtout, hein. C'est une question d'expérience. Oui, parce que c'est une micro-société. On est en plein dedans, quoi. Oui. Ce qui veut dire aussi que ce travail sur les compétences psychosociales peut-être et doit aussi se faire entre les adultes. Peut-être que le point de départ, il est aussi là. Plus on va les intégrer, nous, plus on sera en capacité à un moment donné de les vivre vraiment. Oui. C'est pour ça que je suis assez réticente, par exemple, sur le travail sur les émotions. Je ne remets pas du tout en cause le travail sur les émotions, il est fondamental. Mais nous pouvons prendre le risque de travailler sur les émotions en faisant en sorte que les enfants ouvrent une boîte de Pandore qu'ils ne devraient pas ouvrir. C'est-à-dire un enfant qui fait une colère, on n'en connaît pas toujours la raison. Et l'enseignant ne trouvera pas la raison, il n'est pas psychologue, et il ne sera sans doute jamais, puis c'est surtout pas ce que l'éducation nationale lui demande, mais on prend des risques. Donc soit travailler sur les émotions pour les petits, par exemple, pour leur apprendre à les nommer, leur apprendre à les repérer chez eux, chez l'autre. Quand les enfants sont en adolescence, c'est déjà plus compliqué, d'autant plus que certains comprennent qu'à cet âge-là, que finalement leur origine sociale va orienter quand même pour beaucoup un parcours d'avenir. Et là, ils sont dans une colère absolument insupportable et qui est juste, je trouve. Et là, on leur demanderait de gérer leurs émotions. Et alors que non, on ne peut pas gérer ces émotions parce que c'est insupportable. Ce que je veux dire par là, et j'espère que je me ferai bien comprendre, c'est que c'est difficile de travailler les émotions ou les compétences psychosociales dans une école qui elle-même est violente par rapport à certains enfants. Et on attend un peu comme pour les... Alors, il y a à travailler, et puis je trouve que ça se fait différemment aujourd'hui par rapport à il y a quelques 2-3 années, où on comprend enfin, ou du moins on a eu tendance à penser que finalement les élèves doivent se conformer à des résultats scolaires, et ils doivent se conformer aussi à un certain type de compétences psychosociales. Comme une norme, en fait. Voilà, donc attention, alors pour l'instant on est en train de rectifier le tir par rapport au cognitif, et par rapport aux compétences psychosociales, c'est encore plus compliqué parce que là encore, on n'a pas le choix d'accueillir l'enfant pour ce qu'il est dans son unicité. Il n'y a pas de normes sociales pour les compétences psychosociales. On invite les enfants à répondre à un certain type ou à intégrer un certain type de compétences sociales, mais le chemin que va prendre chaque enfant pour l'atteindre est extrêmement complexe. Et ça dépend, comme vous l'avez dit, de son environnement familial, de l'établissement dans lequel il va être, ce qu'il va vivre en classe, etc. Tout ça va se construire au fur et à mesure. Oui, et certaines personnes disent oui, on n'est pas psy, justement, on va pas faire ça, il ne s'agit pas d'être psy, il s'agit juste d'être humain. On peut parler spiritualité sans être prêtre ou imam ou rabbin. Heureusement. Oui, bien sûr. Mais on peut parler philosophie sans être philosophe, on peut être psychologue sans être psychologue.
Et c'est juste faire preuve d'humanité. Et les enseignants, enfin, que je suis aussi, nous travaillons avec des humains, et donc nous prenons forcément un risque dans notre propre humanité, parce qu'on est en communication avec d'autres humains qui nous retournent des difficultés. Et cette relation-là, forcément, met à jour certaines difficultés, de toute façon. Elle vient aussi nous chercher. Les nôtres, en fait. Les nôtres. Donc on peut être dans une situation de pouvoir en disant stop, ça suffit, ou alors on est dans une relation d'empathie, justement, où on ne fait pas le travail à la place de l'autre, mais on accueille sa parole. Et on accueille aussi nos propres, j'allais dire... Moi, je ne suis pas très pour gérer ces émotions, parce que je trouve qu'on ne les gère pas, on les accueille. Déjà, on essaye de les accueillir. Les adultes ne les gèrent pas, pas plus que les enfants. Mais au moins, on peut déjà reconnaître un peu ce qui se passe, quoi. Et déjà, ça, c'est intéressant. Oui. Et puis, il y a toutes les émotions qui sont liées aussi aux disciplines scolaires. La littérature, l'histoire, même les mathématiques peuvent être extrêmement... émotionnel. Je connais un mathématicien qui dit finalement les mathématiques c'est comme la poésie, certes, pourquoi pas. On peut avoir des émotions en faisant des mathématiques. Mais tout à fait. Alors si on continue un tout petit peu, imaginons que je sois un jeune parent. Alors quel que soit, si on revient à ce qu'on se disait, quelle que soit ma culture, ma langue, comment favoriser le développement du cerveau de mon enfant? Alors vous avez commencé à y répondre au fur et à mesure en transversalité, mais quelles sont un peu les postures, les approches à développer, mais surtout sans se mettre la pression en tant que parent, et pour pouvoir, j'ai envie de dire, en étant conscient de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, sans mettre de pression, comme disaient les parents, évidemment, c'est totalement essentiel, parce que le stress chez les parents est tellement fort que les enfants sont victimes de contagion. Et la deuxième chose que je dirais, c'est, alors pas en contradiction de ce qui vient d'être dit, mais en tant que parent, pourquoi vouloir développer le cerveau de son enfant? Pourquoi? Parce que de toute façon, son cerveau se développera bien tout seul. Et il est fait pour ça, et il le fera très bien. Et pour qu'un enfant puisse être serein et se développer de manière favorable, il a besoin qu'on ait confiance en lui, il a besoin qu'on ait une confiance absolue dans sa capacité à devenir en tant que personne. Et donc il n'y a pas de bon ou de mauvais cerveau. On rate pas le cerveau de son enfant ou on ne le réussit pas. On accompagne le développement. On l'accompagne pour ce qu'il est. Il y aura des moments compliqués, il y aura des moments moins compliqués. Ce qui est sûr, c'est que tous les enfants sont capables d'apprendre, que tous les enfants vont se développer, pas toujours à l'école d'ailleurs, peut-être ça va être ailleurs et pourquoi pas. Mais sinon, je comprends cette question parce qu'il y a forcément de la pression. La pression des examens, la pression des contrôles, de Parcoursup, de tout ça, de ce qu'ils nous entendent tous les jours sur les médias. Il faut être courageux aujourd'hui pour pouvoir s'engager dans Parcoursup. Quelle formation en fait, pour quel monde? Et ça, c'est très important. Donc la liste est très 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 longue. Et puis on le disait aussi tout à l'heure, l'important de mettre dans un système de motivation, c'est-à-dire lui donner des activités plaisantes. Même si certains disent non, mais en même temps la frustration est importante, on ne va pas lui donner que les choses qui lui plaisent. Il a le temps pour ça. Il a le temps d'être frustré, il a le temps de la contrainte. Je ne parle pas de la contrainte psychologique qui est nécessaire quand on fait grandir un enfant dans la frustration. Mais pourquoi est-ce que l'apprentissage n'est pas un plaisir? Pourquoi faire vivre ou vouloir faire vivre des choses difficiles pour lui faire comprendre le monde? À mon avis, le monde, il l'a déjà compris. Et il y va quand même, donc il est extrêmement courageux. Il lui faut de la curiosité, il lui faut du défi. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il faut lui laisser le temps de s'ennuyer. Parce que je le disais tout à l'heure, l'ennui est vraiment essentiel à la mémoire. Et... ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'essentiel de son développement cérébral ne se trouve pas à l'école, mais la pression est à l'école. Et parfois, donc, au sein de la famille, parce que forcément, on a envie que ça avance. Quoi. Oui, on a envie que son enfant réussisse, c'est tout à fait légitime. Mais à quel prix? Pour soi, pour le lien aussi, au niveau relationnel, parce que de ce fait, on abîme aussi la relation à travers ça. Oui, bien sûr. Si la relation à l'école est conflictuelle, ou suppose un conflit dans la relation parentale, c'est dommage. Même si c'est une manière de dire les choses d'une autre manière que psychologiquement, en disant je grandis, laisse-moi tranquille, je travaille si je veux, c'est moi qui décide. Mais si ça s'accompagne de stress et de conflits qui devient trop violent, trop habituel, c'est dommage. Oui, ça devient vraiment dommageable pour tout le monde en fait. Là. Alors, on est presque arrivé au bout du podcast, mais il y a encore deux petites questions. On va aborder un tout petit peu la difficulté scolaire, parce que c'est vrai que c'est aussi on en a parlé un petit peu tout au long là, mais on parle aujourd'hui d'école inclusive et on se pose énormément de questions sur la manière de fonctionner, d'accompagner. Alors la difficulté scolaire donc reste pour beaucoup, parents et enseignants, un obstacle. Souvent,
c'est presque vu comme un terrain un petit peu miné, tellement l'affect, l'histoire de chacun, la peur pour l'avenir de son enfant envahissent le champ de compréhension. Comment on fait la part des choses et à quel moment on consulte quand on se dit là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Est-ce qu'on est trop dans psychologiser, trop pathologiser, on va dire? Comment on Oui, se je crois sort de ça? qu'on pathologise beaucoup. Un enfant qui a des difficultés de mémoire n'a pas forcément de troubles de la mémoire, dans le sens neurologique ou génétique du terme. C'est vrai pour l'attention. Par contre, quand un enfant passe par des moments compliqués, c'est sans doute la mémoire et l'attention qui vont payer la facture en premier, et ça va se retrouver à l'école. Et il y a aussi cette temporalité qu'on ne leur laisse pas, comme vous le suggériez au début de cet échange, alors qu'elle est fondamentale. Et je pense que si effectivement le fait de ne plus pouvoir apprendre est un message que l'enfant donne, il faut l'entendre. Et il faut le faire entendre par les enseignants, mais peut-être aussi par un professionnel. Alors moi j'ai beaucoup travaillé au Canada, et il y a cette chose extraordinaire qu'on ne trouve pas forcément en France, c'est que quand il y a une difficulté chez un enfant, c'est toute une équipe qui travaille. On travaille en systémie. Tout le temps, tout le temps. Et le problème, c'est comme si on évacuait le problème. En fait, l'enfant pose une difficulté à l'école. Je ne veux plus travailler, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes d'attention, et hop, on va te régler le problème chez quelqu'un d'autre à l'extérieur qui n'a rien à voir à l'école. Considérant et disant et donnant cette information à l'enfant, c'est quelque chose qui te concerne, tu as un problème si tu vas consulter. Mais il y a la famille, il y a l'environnement, et les parents, et je le comprends, n'ont pas trop le choix, jouent un peu au même jeu, c'est-à-dire on va emmener finalement cet enfant chez le psy, puis on va voir comment il va être accommodé. Et or ce message est un message partagé. C'est un enfant qui a quelque chose à dire, il faut qu'on l'écoute d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Alors le psy, si le psy peut transmettre ce message-là, c'est intéressant, c'est bien, c'est même fondamental. Mais ce contenu ne peut pas rester que chez le psy, pas dans ce type de situation-là. Je ne parle pas de toutes les situations, des situations qui relèvent réellement d'une consultation psychologique, évidemment. Mais l'école est aussi le lieu où l'enfant exprime un certain nombre de choses qui doivent être entendues par les personnes concernées. Ça, c'est important à retenir. Hein. On essaiera de garder ça en tête. Allez, dernière petite question. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, la plus essentielle de ce que vous venez de nous partager, là, durant tout ce temps de podcast autour des neurosciences du cerveau, quelle serait cette chose à partager véritablement, là, pour terminer? Laissons-les grandir. Et à leur rythme, bien sûr, dans une temporalité qui est la leur. Oui, qui est la leur, qui est aussi une valeur sociale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sa maternelle dans les 15 premières années, hein. mais si 4-5 ans... et puis une autre chose, tous les enfants ne vont pas développer toute leur fonction cognitive, à un moment, on appuie sur le on, et puis sur les 5 années à venir, ils ne vont pas tous se développer comme s'ils étaient clonés. Ils développent ce qu'ils ont à développer en fonction de ce que leur environnement demande. Mais s'il y a de la pression, ça sera forcément délétère. S'il y a de la pression, à un moment ou un autre, elle va se faire remarquer. Donc oui, laissons-les grandir. Merci pour cet échange passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore largement 1 heure, mais on va devoir quand même s'arrêter là. Alors, j'ai envie de dire un immense merci, il n'y a pas d'autre mot, tellement c'est à la fois puissant, on a essayé de toucher énormément de registres hein, dans cette approche. Ce qui est important, c'est peut-être en effet laisser le temps à chacun d'avancer à son rythme et dans sa vie, de construire son expérience et d'apprendre au fur et à mesure. Moi j'ai envie de dire qu'on est quand même des équilibristes permanents, hein, puisque chaque expérience nous fait avancer, reculer, en tout cas on réajuste. Et on n'aurait qu'une envie, c'est de construire et de poursuivre avec vous hein, tout le travail autour du cerveau. En tout cas, ce qu'on a peut-être envie de dire aussi, c'est que n'oublions pas de nous appuyer aussi les uns sur les autres. Vous avez parlé de coopération, on n'avance pas tout seul, on avance aussi dans cette collaboration et dans cette intelligence collective, même si le mot intelligence, là, on pourrait revenir dessus. Donc, merci pour ce temps-là. Maintenant, j'ai envie de dire que sous le podcast, on vous mettra des documents, peut-être vidéos, des livres qui pourront permettre aux auditeurs de poursuivre la réflexion, d'aller plus loin. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Merci encore, Pascale Toscani. Merci à vous.